10 septembre. Souplesse dans les lignes générales. Conserver à chaque panneau son caractère de ligne. Les valeurs donneront l'harmonie générale principale. Détail, les étoffes. Les feuillages, valeurs différentes, donnant la légèreté et transparence dans ceux-ci, opacité, sécheresse dans ceux-là, et par-ci par-là quelques valeurs dures, plus dures encore, troncs d'arbres, chapeaux, ombrelles, parapluies. Se pénétrer de plus en plus du sujet, aboutir à une description littéraire. « 24 juillet, je descends au square. La même femme qu'hier vient s'asseoir sur mon banc, un peu troublée. Robe à petits carreaux, plis sans souplesse comme du papier, corsage noir, vieux plis sans rondeur, tablier blanc, qualité des plis petits et secs, cheveux comme des algues détrempées, durs, teint mat, bouche violacée aujourd'hui. Fillette jouant. L'interrogatoire. Les nourrices. La conversation. L'ombrelle rouge. La promenade. Les premiers pas, sous les arbres, les deux écoliers, neuf panneaux décoratifs de même hauteur mais de largeur variable. Au bas de plusieurs toiles, la signature du peintre Édouard Vuillard et la date 1894. Une feuille d'étude retrouvée dans les archives Vuillard montre plusieurs esquisses à la plume et au pastel. Le premier dessin annonce la promenade. Le deuxième est peut-être une première idée des fillettes jouant. Le troisième met en scène l'interrogatoire. Une jeune femme est penchée vers un enfant. Il y a des indications de couleurs et deux petits croquis de chapeau. Le quatrième dessin est peu lisible, mais le cinquième évoque les deux écoliers. Le sixième dessin est le décor de Sous les arbres. Une seconde feuille d'étude a été découpée en 4 selon les pliures. C'était la maquette d'ensemble de la décoration. Les masses de couleurs sont esquissées au pastel. Influencé par son ami de lycée Kerr Xavier Roussel, Vuillard effectue un court séjour à l'école des Beaux-Arts, puis rejoint Roussel à l'Académie Julian. Il rencontre Bonnard. Ses premières peintures sont surtout des natures mortes, inspirées par Chardin, avec des gammes limitées de couleurs, ou encore des autoportraits. Vuillard est un personnage secret. Célibataire, il vivra auprès de sa mère jusqu'à la mort de celle-ci en 1928. L'été 1888, à Pont-Aven, Paul Gauguin énonce ses théories sur le cloisonnisme et le synthétisme. Paul Sérusier,
de retour de Bretagne, en rapporte un petit paysage peint sous la dictée de Gauguin. Sérusier influence Bonnard, Roussel, Vuillard, plus tard Félix Vallotton. Imprégnés de symbolisme, ces jeunes peintres forment une sorte de confrérie, les nabis, prophètes en hébreu. Les nabis proclament qu'il n'est d'art que décoratif. Ils aiment l'art japonais dont ils s'inspirent. Avec l'autoportrait octogonal, Vuillard abandonne les modulations de ton et utilise les aplats de couleurs vives et dissonantes. Même principe avec les lilas, au divan japonais, l'homme et les deux chevaux, les couturières. Dans la ravaudeuse, les fillettes se promenant, ou la robe à ramage, le peintre exprime son goût pour les carreaux ou les motifs textiles contrastés. Toujours dans l'esthétique nabi, Vuillard traite des sujets très cloisonnés, évoquant le monde de l'enfance, le sommeil, le lit, le banc. Le peintre affectionne aussi les contre-jours. À la même époque, Vuillard invente encore un autre système pictural. Les couleurs se rapprochent, les touches se multiplient, les formes semblent se dissoudre. La lecture du tableau se fait plus difficile. Dans Le Prétendant, le peintre met en scène l'atelier de couture de Madame Vuillard. Roussel est fiancé à Marie Vuillard et lui rend visite. Les personnages se fondent dans le papier à fleurs. L'œil a du mal à délimiter les espaces. Pourtant, les silhouettes sont dessinées avec une grande précision. Même procédé dans Mère et Enfant, où les personnages ne se perçoivent qu'après les détails du décor. Ou encore dans La Musique, où l'ameublement chargé de la Belle Époque est transformé par Vuillard en tapisserie mille fleurs. Dans le portrait de Claude Bernheim, le regard est d'abord focalisé sur l'enfant et la tapisserie du canapé. Le bras et le visage de la mère ne sont perçus qu'après une exploration de l'image. Aurélien Duniépeau, condisciple de Vuillard au lycée Condorcet, prône l'avènement d'un théâtre symboliste. Le théâtre de l'œuvre naît en 1893. Vuillard y brosse des décors. Il tente diverses expériences, transforme la scène en plan incliné, la voile d'un rideau de tulle, ou encore pousse l'abstraction des décors à l'extrême. N'ont subsisté que les lithographies des programmes. Le théâtre, en retour, influence sans doute le peintre. Cadrage, lumière, personnage saisi dans le suspens d'une action, tension de scènes énigmatiques. « 2 août, levé triste, sale temps. Suis devant la grande toile clouée au mur, sans énergie, sans vouloir penser. 7 août. Je suis ballotté entre ces 2 états, joie bête ou paresse déconcertante. Pourtant hier, à la fin de la journée, facilité pour le peu de travail fourni, pense à la grande toile sur le mur, entrevoit des sujets. La Revue Blanche est dirigée depuis 1891 par l'industriel Alexandre Natanson. Thaddée, l'un de ses frères, en est le rédacteur en chef. Thaddée a épousé une cousine, une jeune pianiste polonaise, Misia Godebska. Dans leur salon, rue Saint-Florentin, les Natanson reçoivent Gide, Mallarmé, Jarry. Les peintres Toulouse-Lautrec,
Renoir, Bonnard et Vuillard figurent parmi leurs intimes. Missia fut le premier grand amour de Vuillard. Il la montre dans de nombreuses toiles. Il la photographie souvent. Pour Paul Desmarais, cousin par alliance des Natanson, Vuillard peint en 1892 6 panneaux décoratifs. L'année suivante, Alexandre Natanson commande au peintre une série de panneaux pour décorer son hôtel particulier avenue du Bois. Vuillard habite alors rue Saint-Honoré, à quelques mètres du jardin des Tuileries, déjà peint par Manet ou Monet. Le jardin est le thème principal de ces nouveaux panneaux. Le peintre emprunte peut-être aussi des éléments au jardin du Luxembourg ou au bois de Boulogne. Vuillard tint son journal intime jusqu'à sa mort en 1940. Dans les 2 premiers carnets, textes et dessins sont mêlés. 30 août. Hier, désespoir devant l'étoile, à en pleurer. L'après-midi, enfin distrait par cette crise des minuties qui ne sont pas toujours la cause de ce désespoir, je vais aux Tuileries et retrouve par enchantement, le jour où je suis le plus désespéré, les émotions qui au début de mon travail me guidaient. Impossibilité d'inscrire toutes les idées qui me sont passées par la tête à ce sujet. Les panneaux ont été achevés au cours de l'automne 1894, livrés et mis en place chez Alexandre Natanson, qui les avait payés 800 francs au peintre. Les transformations de l'immeuble ne permettent plus aujourd'hui de décider de leur place exacte. Mais sur l'une des feuilles d'étude, un plan à la plume montre que les panneaux avaient été prévus pour une pièce rectangulaire. Cette pièce n'a comme ouverture qu'une porte et une double fenêtre. Il peut donc s'agir d'un des salons du rez-de-chaussée qui ouvre sur le jardin par des portes-fenêtres. Comme le peintre donne les largeurs des panneaux, il est facile d'imaginer leur disposition. De part et d'autre de la porte, les fillettes jouant et l'interrogatoire. Sur le mur de gauche, le triptyque formé par les nourrices, la conversation et l'ombrelle rouge. De part et d'autre de la porte-fenêtre, la promenade et les premiers pas. Sur le mur de droite, sous les arbres et les 2 écoliers. Les toiles n'étaient pas jointes mais espacées sur le mur. En 1929, à la suite de revers financiers, les collections de peintures d'Alexandre Natanson passèrent en vente publique à l'hôtel Drouot. L'État français acheta le triptyque pour le musée du Luxembourg. Il se trouve aujourd'hui au musée d'Orsay avec une paire de panneaux légués par un collectionneur en 1978. Des espaces ont été aménagés entre les toiles pour rappeler l'accrochage original. 3 des autres panneaux sont au musée royal des Beaux-Arts de Bruxelles, au musée des Beaux-Arts de Houston, au musée de Cleveland. Le panneau intitulé « Les premiers pas » a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale et figure sur la liste des biens spoliés. Il n'en reste actuellement d'autres traces que la photographie du catalogue de la vente. Il est cependant possible de le reconstituer en se basant sur l'ébauche qui donne des indications de couleur et sur les panneaux voisins avec lesquels il présente une continuité. Pendant toute sa carrière, Vuillard continuera à peindre des panneaux décoratifs. Paysages de vacances, rue de Paris, grande décoration murale pour le palais de Chaillot. Les moyens expressifs de la peinture peuvent rendre une analogie et non une photographie impossible d'un instant. Oh, la chose différente d'un instantané et l'image. Vuillard a beaucoup pratiqué la photographie. Voyage avec Bonnard et Roussel, scènes d'intérieur familial, scènes de vacances. Comme dans sa peinture, l'autoportrait est fréquent.
Plusieurs photographies sont liées à des peintures sans qu'on puisse dire si elles les précèdent ou les suivent. Un portrait de Missia montre exactement le même décor que la toile mère et enfant. Au moment où il peint les panneaux pour Alexandre Natanson, Vuillard ne pratique pas encore la photographie. Mais il est peut-être inspiré par les panoramas photographiques très en vogue à l'époque, ou encore par les papiers peints panoramiques. D'un panneau à l'autre, le peintre assure en effet la continuité des lignes et des formes. Le décor semble vu du centre d'un rond-point où débouchent plusieurs allées. La distribution des panneaux dans la pièce répétait donc la disposition du jardin. D'un côté, un espace ouvert sur le ciel. De l'autre, un espace fermé par les alignements d'arbres. Malgré le traitement en aplat, sans relief, la perspective géométrique réapparaît discrètement. Vuillard oppose les verticales et les horizontales des arbres et des feuillages. En passant de l'esquisse au panneau de l'interrogatoire, le peintre tourne la silhouette de la femme dans l'autre sens. Ainsi, les personnages des deux panneaux sont disposés selon des courbes symétriques. Le triptyque oppose un espace dense, très peuplé, à un espace vide. Le sol y a une grande importance. Les deux derniers panneaux forment une paire symétrique. On y observe un véritable effet de perspective dû à l'étagement des frondaisons, à la diminution des troncs, enfin, à la décroissance des silhouettes des passants. Pour ces panneaux décoratifs, Vuillard adopte la peinture à la colle qu'il utilise à la même époque pour les décors de théâtre. C'est une forme de détrempe tout à fait mate, d'où son intérêt pour éviter les reflets au théâtre. De la colle de peau est mise à tremper, puis diluée dans 4 ou 5 fois son volume d'eau. Elle est chauffée au bain-marie. Elle est alors mélangée au pigment. Une photographie prise vers 1915 dans l'atelier du boulevard Malesherbes montre le coin cuisine avec les bassines de bain-marie et les spatules de bois qui permettent de mélanger colle et pigment. À la différence de la peinture à l'huile où le ton définitif est visible dès le mélange sur la palette, la peinture à la colle, foncée au moment où elle est déposée, s'éclaircit en séchant. Le peintre doit donc calculer ses tons à l'avance ou modifier ses mélanges selon les résultats. Mais, avantage sur l'huile, la peinture à la colle sèche vite et peut donc être retravaillée aussitôt. Vuillard a été le seul peintre à utiliser la colle aussi souvent. Peut-être la difficulté de manipulation a-t-elle été pour lui une façon de ralentir et de maîtriser sa trop grande habileté manuelle. Dans les jardins publics, visages et vêtements des personnages sont obtenus par de larges aplats à peine modulés. Pour les vêtements, Vuillard multiplie les tissus à fleurs ou à rayures. Certaines couleurs sont éclatantes. La blouse bleu lavande du garçon, la robe saumon bordée de grenat de la fillette. La matière des allées, gravier et sable, est obtenue par des mélanges de taches colorées proches des techniques pointillistes de Seurat ou de Signac. Vert, ocre jaune, ocre rouge pour les parties au soleil, rose, bleu pâle et marron clair pour les parties à l'ombre. Dans plusieurs zones, le peintre oppose les couleurs claires et les couleurs sombres. La robe aubergine et la robe ocre, le bleu et le rouge des deux fillettes,
Les deux nourrices sombres encadrant la claire. Il y a une décroissance régulière des couleurs froides plutôt situées en haut vers des couleurs chaudes plutôt situées en bas. L'art du jardin consiste à ordonner des éléments naturels selon un ordre décoratif. Matière, couleur, perspective concourent à un effet pictural dont les peintres s'inspirèrent d'ailleurs souvent. Le thème du jardin est fréquent chez les Nabis, Vallotton, Bonnard. Il abonde chez Vuillard. Les Tuileries, jardin à la française datant de la Renaissance, ont été le cadre de nombreux événements historiques. Mais chez Vuillard, le jardin n'est pas vraiment reconnaissable. Devant décorer un intérieur, le peintre juxtapose en toute logique des scènes d'extérieur, comme s'il ouvrait d'autres fenêtres dans les murs. Les tapisseries ou papier peint à fleurs sont à l'époque très répandues. Vuillard les utilise afin de créer des motifs en réseau qui perturbent la lecture. Personnages et décors viennent s'y dissoudre. De même dans les jardins publics. Les formes végétales bordent toute la composition jusqu'à occuper plus de la moitié de certains panneaux. Elles permettent aux peintres de juxtaposer des textures, d'alterner ombre et lumière, d'opposer des tons. Vuillard simplifie les éléments végétaux, mais les formes restent précises. L'écorce du platane, les feuilles de marronnier, les rameaux de l'acacia. Enfin, buissons et frondaisons découpent partout courbes enveloppantes, arabesques, sinuosités, lignes serpentines qui sont comme le reflet d'un univers féminin. 27 juillet. Quand je veux imaginer par exemple une composition pour les Natanson, je ne puis penser à d'autres objets qu'à des féminins. Cela est gênant et prouve que je ne suis pas indifférent au sujet. Ces temps-ci, devant les paysages, les arbres, les feuillages bariolés, dentelés, découpés, j'ai pensé à les réunir. Cela me montre que ce n'est pas la femme même que j'admire quand je veux composer, puisque je trouve ce même sentiment en contemplant d'autres objets. Dans les jardins publics, en effet, on ne perçoit d'abord que des femmes et des enfants. La structure narrative paraît simple. Des femmes parlent pendant que des fillettes jouent. Une dispute vient d'éclater. La grande sœur en robe saumon lève les bras au ciel et gronde l'assaillante qui s'enfuit. La mère se penche vers la victime, peut-être en pleurs, et lui demande ce qui s'est passé. Deux nourrices sont assises sur un banc. Une petite fille et des garçonnets jouent autour d'elle. Derrière, un landau et une poussette d'enfants. Sur le banc, trois nourrices aux formes généreuses bavardent. L'une d'elles tient un enfant qu'elle protège d'une ombrelle. Sous son ombrelle rouge, une vieille dame en noir parle à son chien. L'animal a posé la tête sur les genoux de sa maîtresse. Deux femmes partent vers le fond de l'allée. Un garçon tient avec précaution un bébé dans les bras et l'emmène faire un tour avec sa jeune sœur. Une fillette timide, tête baissée, vient vers eux. Une grande sœur fait faire quelques pas sur le sable de l'allée à son petit frère. Les jambes arquées, incertain, le bébé tend les bras vers elle. Des mères ou des nourrices conversent sous les arbres. Une petite fille, cachée derrière un tronc d'arbre, regarde un groupe d'enfants qui jouent. Deux garçonnets sur le point de bondir sont cachés dans l'alignement des arbres et s'apprêtent à faire une bêtise. Celui de droite porte une casquette. Il joue machinalement avec son foulard. Certains enfants portent blouse, casquette et galoche, d'autres canotiers, robes à fleurs et bottines. Mais ces courts récits en images ne sont pas donnés dès le premier regard. Comme dans un grand nombre de ses autres tableaux, Vuillard impose un ordre particulier dans la lecture des thèmes.
Les visages des deux femmes au pied de l'arbre ne se perçoivent pas immédiatement. Le groupe de l'interrogatoire demande un examen attentif. La distinction par l'œil des silhouettes des trois fillettes et de la mère prend du temps. C'est aussi le cas pour la forme du bébé dans les bras de sa nourrice, la tête du chien sur les genoux de la vieille dame, ou le bébé dans les bras du garçon. Vuillard a peint ici le monde de l'enfance. Un monde très subjectif où personnages, formes, couleurs sont encore mêlés et ne se séparent pas au premier coup d'œil. Les bébés, les mères et les nourrices appartiennent à la matière même du gravier, des feuillages, des illusions d'optique et des mirages de la perspective. La succession des images rappelle le brillant des journées de vacances. Chacune semble vue à travers le voile flou du souvenir d'enfance. C'est la peinture sage d'un monde apparemment paisible. Mais en bordure du champ de vision, à la limite de perception, tout devient énigmatique. Les sous-bois sombres, le bout des allées infiniment éloignées. Un diablotin rose surgit d'on ne sait quel conte de fées à l'oreille d'une forêt enchantée. Au-delà de la barrière, un curieux personnage en noir fait un discours et des gestes à des enfants qui font cercle et l'écoutent. Sur la pelouse en friche, 4 silhouettes minuscules s'agitent dans une sarabande fantastique. Les ombres noires d'inconnus passent furtivement dans la pénombre du sous-bois. Autant de menaces sourdes, tenues à distance, mais bien perçues. Le jardin public est le premier espace d'aventure. L'enfant y fait ses premiers pas, y connaît ses premières disputes, ses premiers jeux. Il y perçoit de loin l'ambiguïté menaçante du monde.